Bonjour Caroline. Aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de mon cours de sciences pour parler d'une maladie qui vous touche aujourd'hui, le diabète. Est-ce que cette maladie est grave en sorte? Bonjour Nathan d'abord, et puis effectivement je suis atteinte du diabète de type 1, donc le diabète qu'on appelle insulinodépendant. Ça veut dire que je dois m'injecter des injections d'insuline parce que mon corps ne fabrique plus d'insuline. Et de là à dire que c'est une maladie grave, tout dépend de ce qu'on entend par le mot grave. En tout cas, c'est reconnu comme une maladie chronique. C'est-à-dire que je suis considérée comme une malade chronique et donc tous mes frais médicamenteux liés à mon diabète sont pris en charge par la mutuelle intégralement. Donc je pense qu'on peut effectivement relativement dire que c'est une maladie grave. Maintenant, ça se soigne par ces injections d'insuline, donc dire ma vie n'est pas en danger. Non, donc, vous n'allez pas mourir pour... Si je ne me soigne pas, non. Ouais. D'accord. Et donc vous avez des chances de mourir si jamais vous ne prenez pas de dose d'insuline ou si vous ne prenez pas les bons traitements. Voilà. Le risque en fait avec le diabète, c'est que si jamais je ne me fais pas les injections d'insuline, c'est que les terminaisons nerveuses comme le bout des doigts, le bout des pieds deviennent insensibles et donc du style je marche à pieds nus et je me prends une vis, un clou ou quoi que ce soit, je ne vais pas nécessairement le sentir. Donc en général, c'est pas le diabète lui-même qui va qui peut créer un décès, mais plus les infections qui sont liées à ça. Ça peut aussi atteindre la vue, ça peut atteindre la cornée, donc ça peut atteindre le foie aussi. Donc, et on découvre de plus en plus de maladies qui peuvent maintenant être dues parfois à un manque d'insuline. Donc, d'accord, donc le diabète est une maladie qui peut donc qui peut entraîner la mort, oui, mais par d'autres maladies que le diabète même. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Donc, Et est-ce que cette maladie est coûteuse? Ça a quand même un coût assez important. Maintenant, comme je viens de le dire, tout est pris en charge par la mutuelle, donc que ce soit les injections d'insuline. Après, les frais de médecin, ça non, ça c'est à ma charge. Mais il y a le remboursement classique, comme quand on va chez son médecin traitant, la mutuelle qui prend en charge une partie des frais. Donc voilà. Mais sinon, tout est pris en charge par la mutuelle. Quand on est reconnu, et donc je suis déclarée malade chronique, donc ça veut dire que sur les ordonnances, par exemple pour quand je dois aller chercher de l'insuline, il y a je fais partie d'une convention diabétique, et donc mon médecin diabétologue indique CD dans le coin de l'ordonnance, et donc le pharmacien sait que je fais partie d'une convention diabétique. La convention diabétique, c'est simplement le fait que je m'engage à suivre régulièrement mon traitement, à aller régulièrement chez mon endocrinologue diabétologue, pour que aussi, c'est quelque part une preuve que pour la mutuelle de montrer que le fait qu'il me rembourse tout va assurer que mon traitement est pris en charge et que je me soigne réellement. Mais je me suis renseignée sur des informations, mais cette maladie n'est pas contagieuse. Pas du tout. On ne peut pas l'attraper comme tout. Ça en échange de sang ou de... Pas du tout. C'est pas rien à voir avec par exemple des maladies comme tu dis, transmission de sang, comme le sida, ou ne fût-ce qu'en toussant, ou quand on a une grippe ou un rhume, ça n'a rien à voir. C'est pas un virus. De mon côté, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire qu'il y a quelque part, à un moment donné, quelque chose dans mon corps qui a fait que cette maladie est apparue. Et on m'a indiqué que c'était un diabète infanto-juvénile, c'est-à-dire le diabète qui arrive entre 0 et 30 ans. Moi, je l'ai eu à 28, pas de bol. Mais en même temps, ça aurait pu arriver à ma naissance. Et donc, il y a des enfants qui naissent avec déjà cette maladie et qui doivent avoir des injections d'insuline depuis tout bébé. Moi, quelque part, j'ai encore eu un peu de répit. Donc j'ai eu cette maladie-là après la naissance de ma fille. Ma fille est née en 2006 et on a découvert le diabète en 2007. Ah oui, d'accord. Après mon congé de maternité, j'ai repris le boulot et chaque année on est obligé de passer à la médecine du travail au boulot. Et c'est là qu'on a découvert à la médecine du travail que j'avais du sucre dans mes urines. Et donc on m'a dit, il faut surveiller, c'est peut-être le diabète. Donc voilà, j'ai fait tous les examens nécessaires et c'est là qu'on a découvert que j'étais diabétique de type 1. Et je sais bien qu'il n'y avait rien avant, parce que quand on est enceinte, on fait toujours le diabète gestationnel, c'est-à-dire à 7 mois de grossesse. Il y a les femmes enceintes sont suivies par leur gynécologue et on fait différents tests à 7 mois de grossesse pour justement voir qu'il n'y a pas de diabète qui se développe juste au moment de la grossesse. Et à ce moment-là, il n'y avait rien, mes résultats étaient bons. Donc on sait qu'avant la naissance de ma fille, je n'étais pas du tout diabétique et qu'après, en 2007, on a découvert. Donc, dire ça fait vraiment 1 an après la naissance de ma fille qu'on a découvert ça. Et en fait, les premiers symptômes, c'est vrai que je me rappelle très bien, c'était que je buvais énormément d'eau, j'avais soif tout le temps, j'allais excessivement longtemps à la toilette, je veux dire pipi toutes les 5 minutes, c'est quand même quelque chose de pas tout à fait normal, même si on boit beaucoup. Et puis sans rien faire, je perdais du poids, alors que je continuais à manger normalement, je faisais pas spécialement attention. Et ça, c'est clairement des signes de diabète. Mais forcément, quand on ne le sait pas,
on se pose pas trop la question. Ouais, on ne sait pas. Et donc quand vous avez découvert les symptômes, vous avez été donc chez un docteur ou à l'hôpital? Les symptômes, je les avais avant de faire cette visite à la médecine du travail à mon boulot. Et c'est vraiment à la médecine du travail, mais c'était 2-3 mois après, que je me suis rendu compte que j'étais diabétique en fait. Enfin, qu'il y avait du sucre dans mes urines et donc les tests ont montré que j'étais diabétique. Et donc j'ai été hospitalisée pendant 1 semaine parce que le diabète à l'époque, il fallait clairement expliquer ce que c'était, il fallait qu'on expliquer comment est-ce qu'on injectait de l'insuline, comment est-ce qu'on faisait, comment est-ce que ça fonctionnait. Et donc à l'hôpital de Braine-l'Alleud, il y a tout un service d'endocrino avec des infirmières en diabétologie qui sont clairement spécialisées là-dedans et qui vous expliquent étape par étape, parce que aussi donner toutes les informations en même temps, c'est un peu compliqué, il faut dire c'est quand même un gros bouleversement. Donc voilà, hospitalisé 1 semaine, et puis voilà, après on est un peu payé pour... On sait comment s'injecter les insulines, et puis après, c'est régulièrement des rendez-vous avec les médecins endocrinologues. Au début, c'était tous les 3 mois, pour avoir un suivi, que je ne fasse pas trop d'hyperglycémie ou trop d'hypoglycémie, parce que ça aussi c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où c'est pas bon pour le cerveau, que ce soit en hyper ou en hypoglycémie, surtout les hypoglycémies. Et donc, le diabète normalement normal, enfin l'hypoglycémie, ça dépend un petit peu des gens, mais ça se ressent quand on est à 60 microgrammes de sucre dans le sang. Je ne sais plus très exactement. Normalement, la norme, c'est 100 microgrammes pour les personnes. Normalement, toi, si on te teste maintenant, et n'étant pas diabétique, tu dois être entre 100 et 120. D'accord. Et puis quand on est diabétique, quand on est en hypoglycémie, c'est quand on est en dessous de 60. Maintenant, moi, parfois, j'ai déjà été en hypoglycémie où je ressentais pas nécessairement tous les symptômes, mais j'étais à 19 de glycémie. Et là, c'est limite comme un diabétique. D'accord. Donc, Et en parlant de bouleversement, ça a un peu bouleversé du coup votre vie quotidienne. Vous avez dû vous adapter à des régimes différents par rapport au... Pas vraiment de régime spécifique parce qu'il faut continuer à manger de tout. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire de plus en plus attention au sucre qu'on ingère. Maintenant, c'est ce que mon diabétologue disait, c'est qu'il ne faut pas arrêter le sucre. Parce que le sucre, on en a besoin pour faire fonctionner tous nos muscles, et le cerveau est un muscle. Donc il ne faut pas arrêter de consommer du sucre. Il faut juste avoir un bon dosage pour ne pas être trop haut ni trop bas. Et donc à force, on apprend un petit peu en fonction de ce qu'on mange. On mange quand même régulièrement souvent la même chose. On apprend un petit peu à savoir ce qui est plus sucré ou moins sucré. Après maintenant, il y a pas mal d'applications. Il y a une forte évolution depuis 1 ou 2 ans. Il y a des applications sur le smartphone comme GluciCheck qui permettent d'encoder un aliment, mettons une lasagne ou un spaghetti bolognaise, et en fonction des grammes de glucides qu'on va manger, l'application nous dit combien d'insuline il faut, donc combien de glucides il y aura dans la portion qu'on va manger, et donc après, en fonction du nombre de glucides, on sait combien d'injections d'insuline il faut se faire. D'accord. Donc, et puis maintenant, depuis février, je suis un programme pour avoir une pompe à insuline, qui est ce système-là. Et donc voilà, ça c'est vraiment un schéma qui montre que je suis à 202 de glycémie. D'accord. C'est un petit peu trop haut. Mon diabétologue aimerait bien qu'on soit en général entre 100 et 150. D'accord. Donc maintenant je viens de manger, donc il faut aussi que l'insuline, tu vois, il est marqué insuline active, il y a encore 2 unités d'insuline. Donc il faut aussi que l'insuline active continue à faire son effet. Donc, d'accord. Mais ça, je dois reconnaître que la pompe à insuline, c'est pratique. C'est pas toujours facile au début parce que c'est un nouveau truc auquel il faut faire attention, mais en attendant, c'est pratique. Parce que tu vois, il y a une sorte de petit blason ici. Oui. Et ce petit blason-là, quand ça se met à biper, il y a une alerte sonore de la pompe qui m'indique, par exemple, j'ai eu ça tantôt avant de souper, qui m'indiquait que j'allais entrer en hypoglycémie. Et donc, ça permet de se resucrer avant de tomber en hypoglycémie et de faire une chute. Donc, donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Et c'est la pompe qui m'indique. Le bolus, c'est à chaque fois ce qu'on va faire quand... En fait, on a l'insuline basale, qui est l'insuline qu'on... Je reprends. L'insuline basale, qui est le schéma d'insuline qui va être injecté sur toute la journée. Donc moi, mon schéma, et ça c'est le diabétologue qui le calcule, je suis à 21,5 d'insuline qui est débitée toute la journée. Et puis après, le bolus, c'est l'insuline que je dois m'injecter en plus quand je mange. D'accord. Donc à chaque fois que je mange, je suis censée me faire une injection d'insuline. D'accord. Ok. Donc, et avant, avec les stylo-injecteurs, avant la pompe, c'était chaque fois de l'insuline avant de manger. Ah oui, donc c'était beaucoup de piqûres. Avant la pompe, j'étais à... Parce que j'avais 2 types d'insuline. Une insuline qui agissait sur toute la journée, l'insuline basale, et puis une insuline qui agissait juste au moment des repas, l'insuline rapide. Et donc là, je me faisais 6 à 7 piqûres par jour. Oui.
Donc ici, voilà, j'ai un cathéter qui est directement relié à moi et qui m'injecte l'insuline en continu. Ce qui permet aussi de ne pas avoir des grosses doses d'insuline en une fois. Ouais, et donc de ne pas faire une hyper... Une hyper ou une hypo. Une hyper ou une hypo. Parce qu'en fait, le but de l'insuline, c'est simplement de diminuer le sucre dans le sang. Donc quand on injecte de l'insuline, c'est parce qu'on est trop haute en sucre. Donc, ok, d'accord. Donc voilà. Mais je reconnais que cette pompe, une fois je l'aurai bien maîtrisée et qu'à mon avis, je comprendrai bien tout, c'est un très très bon outil. D'accord. Donc, eh bien, merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à mes questions. Pas de problème, si ça peut aider, pas de souci. Donc pour conclure, les choses importantes que Caroline nous a dit, c'est qu'elle peut donc faire une hypo ou une hyper. Une hypo, c'est quand elle n'a pas assez de sucre. Une hyper, c'est quand elle a trop de sucre. Et donc là, elle doit s'injecter en fait de l'insuline. Pour s'injecter, donc elle doit choisir la dose qu'elle doit faire grâce à sa petite machine. Donc elle doit s'injecter ici dans les parties du ventre. Mais aujourd'hui, elle ne doit plus donc s'injecter de l'insuline comme ça, car grâce à sa pompe, comme elle nous a montré, elle peut plus facilement donc s'injecter, ça se fait automatiquement. Et ce qu'il faut retenir donc aujourd'hui, c'est que le diabète ne se guérit pas. Il n'y a pas de symptômes qui peut être guéri. Et donc c'est pour ça qu'elle reste une maladie chronique. Merci de m'avoir écouté et je passe la parole à Nicolas, mon camarade de classe. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du diabète de type 2. Le diabète de type 2, il y a plusieurs manières de l'attraper. On peut l'attraper par lien héréditaire qui est à 30 à 40% si un seul parent est infecté et 50 à 70% si les deux sont infectés. On peut aussi l'attraper en mangeant trop gras, en augmentant sa concentration de sucre dans le sang et en faisant une hyperglycémie. C'est pour ça qu'on qualifie ce diabète de diabète sucré. Donc mon premier point sera l'histoire du diabète. Qui l'a découvert ? Vous allez le découvrir dans mon premier point tout de suite. Les premières traces du diabète remontent à 1550 avant Jésus-Christ avec les Égyptiens qui signalaient juste des quantités abondantes d'urine. Le terme diabète proprement dit revient à Démétrios d'Apnée en 275 avant Jésus-Christ qui parle d'urine non retenue qui passe à travers. Il y a aussi Arrêté de Cappadoce en 1er siècle avant Jésus-Christ qui a fait une description de cette maladie. Thomas Willis au XVIIe siècle découvre la saveur sucrée de l'urine. En 1869, Paul Langerhans découvre le diabète. Par la suite, en 1879, Émile Lancereau soutient le lien entre le pancréas et le diabète, qui a été prouvé en 1889 par Oskar Minkowski et Joseph von Mering. Ce lien étant que le diabète augmente les chances du cancer du pancréas. En 1921, Frédéric Grant-Banting et Charles Best découvrent l'insuline, qui est une hormone protéique qui favorise l'absorption du glucose dans le sang. En 1923, Frédéric a d'ailleurs reçu un prix Nobel pour cette avancée. Charles a été oublié, mais Fred décida de lui donner la moitié de l'argent reçu par ce prix Nobel. Mais comment savoir si j'ai le diabète, me direz-vous ? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. La glycémie au hasard doit être au-dessus de 2 grammes par litre. La glycémie à jeun doit être au-dessus de 1,26 g par litre. La glycémie doit être au-dessus de 2 grammes par litre après 2 heures d'une surcharge orale de sucre avec 75 grammes. Et pour finir, l'hémoglobine glyquée doit être supérieure à 7%. Pour faire ces différents tests, il faut tout simplement aller chez un médecin. À présent, je vais vous parler des conséquences. La première conséquence est que le diabète touche les reins et peut causer une insuffisance rénale. Le diabète est la première cause de mise sous dialyse, donc un rein artificiel. L'atteinte des vaisseaux peut provoquer des lésions dans les nerfs des pieds et des mains, ce qui peut causer des manques de sensation, des fourmillements. La cicatrisation est ralentie et la peau se défend moins contre les infections. Les infections de la bouche sont plus fréquentes aussi, comme les gingivites ou les parodontites. Moi je vous dirais, une gingivite c'est quoi au final ? Parce que chez moi on mange quand même quand on a une gingivite. Pourquoi ? Parce qu'être à jeun, j'évite. Merci de votre écoute et
à la revoyure. So back to what I was saying. Could be us.